c'est le jeudi, c'est pas toujours simple pour les parlementaires. Monsieur Vivier, vous dirigez un organisme qui s'appelle l'Institut supérieur du travail. Cet organisme développe depuis 1969 maintenant une expertise dans le domaine des relations sociales et syndicales, et à laquelle plus de 300 entreprises font appel chaque année. Nous avons considéré à la lecture de votre parcours personnel et de ce qui peut être en ligne sur ce site qu'il est intéressant d'avoir votre avis, l'avis de l'Institut supérieur du travail, au-delà également de votre parcours syndical, sur des sujets qui nous préoccupent, qu'il s'agisse de l'état des lieux du paritarisme de nos jours, de son efficacité ou de son efficience, de la pertinence de ces évolutions possibles ou souhaitables, et notamment un sujet qui tient à cœur à notre rapporteur, des phénomènes, on en parlait un temps avec Madame Bougard, des phénomènes d'ubérisation. Voilà, donc nous avons 35 minutes. On est à votre pleine et entière écoute, monsieur Vivier. Là, c'est bon, oui. Notre institut, effectivement, a 46 ans d'expérience d'observation des questions sociales et syndicales. C'est un institut privé, indépendant, au carrefour entre les entreprises, les organisations syndicales et patronales. Bon, mon métier d'observateur a démarré dans le journalisme de l'information sociale, donc ça fait 36 ans maintenant que je fais tous les congrès de toutes les confédérations syndicales. Vous avez souligné discrètement, mais très discrètement, que j'ai un engagement syndical où j'ai eu des responsabilités syndicales. C'est vrai, ce n'est pas l'objet de ma venue ici, c'est en tant que directeur de l'IST que je m'exprime. Mais c'est vrai, j'ai eu un engagement et je viens de le renouveler d'ailleurs, entrer au CESE dans le groupe de la CFTC. Mais ça, c'est mon engagement personnel, comme vous-même peut-être, messieurs, avez un engagement syndical et j'en serais heureux. Et si c'était à la CFTC, je serais à la CFTC aux anges. Voilà. Ce point précis, nous sommes employeurs, mais nous n'avons pas de syndicat d'employeurs. Voilà, donc c'est un gros sujet d'ailleurs. Je voulais dire, si vous-même personnellement, messieurs, vous aviez un cas. Voilà, on s'arrête là, on va droit au sujet. C'est bien comme directeur de l'Institut supérieur du travail. Ce thème-là est un thème que nous travaillons depuis très longtemps. Notre institut a été créé en 1969. Il doit beaucoup à un courant syndical qui est le courant réformiste. Le courant réformiste dans notre pays, autrefois, était très catalogué, très opposé au courant révolutionnaire. Aujourd'hui, fort heureusement, les choses ont beaucoup évolué. Et les inévitables conflits qui traversent la société, qui traversent l'entreprise aussi, cherchent de plus en plus, en Europe c'est établi depuis longtemps, en France depuis moins de temps, à se résoudre dans la recherche du compromis, de la relation équilibrée, du compromis durable, c'est-à-dire la négociation, du contrat collectif, de la convention collective, et non pas de la grève de la barricade, de la lutte et de la séquestration. Bien, les choses évoluent de façon considérable. Et ceci est important parce que le lien est étroit entre la négociation et le paritarisme. Le paritarisme est le débouché naturel, normal, l'institutionnalisation de ce à quoi la négociation permet de déboucher. Et notre pays a, par rapport aux autres pays européens, une caractéristique très particulière. Le paritarisme, c'est quelque chose d'un peu surprenant. Les autres pays n'ont pas cela parce qu'on ne sait pas très bien d'abord ce qu'est le paritarisme. Tout récemment encore, nous avons été à l'IST auditionnés par le MEDEF qui réfléchit, par le CTIP qui regroupe les directeurs des institutions de prévoyance. Bon, et évidemment, ces institutions de prévoyance sont parmi les gros bastions du paritarisme. Mais quand on regarde aujourd'hui l'état des lieux du paritarisme, on se dit mais c'est quoi le paritarisme? Alors, sans faire un peu trop d'histoire, on remonte au 19 avril 1961, où le mot paritarisme apparaît pour la première fois. D'abord, le paritarisme, il y a une définition. Je suis un grand lecteur du Larousse du 19e siècle, et dans le Larousse du 19e siècle, on lit paritarisme, définition, système qui consiste à traiter tous les cultes sur un pied d'égalité. Moi, ça me va très bien, mais c'est pas l'objet, on est hors sujet. Et André Bergeron, qui venait de créer l'UNEDIC, quelques années avant, écrit ceci dans son journal de la Confédération le 19 avril, en parlant de l'assurance chômage qui aura bientôt 2 ans et demi. C'est un succès qu'il faut porter au compte du paritarisme. Et pour la première fois, il lance le mot. Paritaire existait, mais pas paritarisme. Le mot a été lancé, comme très souvent, il n'a pas été défini. Pourquoi? Parce que les syndicaux, les militants syndicaux sont toujours des pragmatiques, des empiriques. Ils font, et ensuite, nous essayons les uns et les autres,
autour d'eux, et notamment le législateur, vous essayez de donner une forme à ce qui a été une construction empirique. C'est le débouché naturel d'une grande négociation. Il faut créer un système d'assurance chômage. Donc les acteurs directement concernés, patronat, syndicats, pas tous à l'époque, mais enfin, patronat et syndicats, décident au débouché, au sortir de la négociation, de construire un système d'assurance chômage. Et donc la formation professionnelle, la protection sociale, le logement, tout ceci est né de l'empirisme. Donc ça naît au niveau national interprofessionnel, mais ça naît surtout, ça prend naissance dans les branches. Et donc les branches elles-mêmes naissent de façon tout à fait empirique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas touché à l'édifice depuis des dizaines d'années, on a besoin de faire un nettoyage. Et le travail d'éclaircissement qui a été fait et préparé par votre collègue Poisson il y a quelque temps, remarquable travail. Le rapport Combrexel, pas le dernier mais le précédent, remarquable travail, permettent de se dire voilà comment on peut faire. Et puis tout récemment, mon ami Quinqueton a commis un rapport qui n'est toujours pas rendu public, qui a été commandé par le ministre Rebsamen, de façon complémentaire au rapport Combrexel sur les négociations de branche. Bien. Cette question du paritarisme indique bien ce qu'il est important de... Enfin, ce thème du paritarisme pose la question, à quoi ça sert le paritarisme et en amont la négociation? 2, quelles frontières peut-on établir entre la loi et le contrat? Le rôle respectif dans une société bien organisée de la démocratie politique et de la démocratie sociale. Bien. Premier point, il est très clair. On a besoin dans une société, sauf à laisser les forces du marché s'organiser par elles-mêmes, c'est-à-dire la loi du plus fort sur le plus faible, ou à laisser l'État tout envahir. Et quand je dis l'État, c'est souvent la bureaucratie ou la technocratie. On a besoin d'organiser la vie collective, de fixer des règles communes, d'échanger, de dialoguer. Et donc, le dialogue social n'est pas une fin en soi, il a un but, une performance économique, une performance sociale. À quoi sert ce dialogue social? Il sert à finalement 3 choses. Ça sert à éviter, il y a une dimension économique, éviter que le marché soit livré à lui-même ou soit livré à la tyrannie de l'État. Il évite également, il donne également, cette négociation, un savoir-faire aux partenaires, une façon de vivre ensemble, et c'est une vertu importante de la négociation, mais aussi dans les instances paritaires, de faire gérer ces instances et de les faire rapprocher. Je vois les institutions de prévoyance. Le domaine de la prévoyance pourrait être entièrement confié à des sociétés d'assurance. Eh bien, il manquerait quelque chose dans notre pays que le paritarisme assure, qu'à sa façon aussi, dans d'autres domaines, l'esprit mutualiste fournit à notre société, c'est-à-dire sur la base de la solidarité, non pas de l'assurance, une capacité à travailler ensemble. Les intérêts sont très opposés, mais l'on a besoin de travailler ensemble. Ça n'efface pas les divergences d'intérêts, ça les rapproche. Ça rapproche les points de vue. Et c'est très important, on ne sort pas indemne d'une institution paritaire dans laquelle on a siégé pendant longtemps. On pourrait même, par exemple, rajouter, même si c'est un petit peu hors sujet, la juridiction prud'homale, qui fonctionne depuis très longtemps sur le mode du paritarisme. Et l'on a dans cette logique-là une société qui prend confiance, et nous le savons bien, si la défiance caractérise encore beaucoup notre société, l'esprit de confiance peut trouver dans le paritarisme une façon de se construire. Cela évite évidemment, sur le plan politique, le développement d'idées extrémistes. Quand je dis extrémistes, clairement d'extrême droite ou d'extrême gauche, parce que ce sont des vertus, je ne dis pas centristes, mais centrales. Centriste, ça pourrait avoir une connotation politique, mais politique, mais centrale. C'est-à-dire, oui, c'est un élément de la social-démocratie. C'est un élément d'une société qui s'organise par elle-même. Bien. Donc c'est vraiment important. Le paritarisme, ce n'est pas une anecdote historique ou un nuage dont on se dit, mais finalement, c'est quoi ce truc-là derrière? Est-ce qu'on ne pourrait pas rationaliser tout ça, mettre une grande partie sous la coupe de l'État parce qu'il y a des défauts, des imperfections, ça coûte cher, et puis les frais de gestion, on ne les connaît pas très bien, et puis certains profitent un peu des frais de gestion pour s'en mettre dans les poches, on parle de la formation professionnelle, etc. Non, ça a une vertu centrale. Il faut effectivement corriger un certain nombre de problèmes, notamment dans la gestion. Alors, la deuxième question, c'est le rapport respectif, le rôle respectif du législateur et du contractuel. Il y a
presque 2 ans, j'avais été invité par le bureau national d'un parti politique à assister à une réunion qui s'intitulait Réussir le pacte de responsabilité pour la France. Bien. Et j'avais eu à traiter avec un éminent rapporteur de ce parti le thème Construire la République contractuelle. Bon, j'avais rien compris au sujet, ou plus exactement, je m'étais dit, mais qu'est-ce que ce thème? Le thème est beau. La République fait des lois, les partenaires sociaux font des contrats. Mais la République ne fait pas des contrats. L'administration ensuite fait des règlements. La loi sur la formation professionnelle est un bel exemple, ou le dispositif de la formation professionnelle est un bel exemple. En 1970, les partenaires sociaux négocient et font un très bel accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle continue. L'année d'après, 1971, une loi. La loi reprend ce que l'accord a fait. Et dans ce domaine-là, depuis 1970, toute loi s'est puissamment inspirée de la négociation. Ça, c'est la caractéristique, c'est une belle chose. En 1936, Pierre Laroque a publié une belle étude sur le rôle respectif de la loi et de la négociation dans la construction de la règle sociale. 1936, ça n'a pas pris une ride et ça caractérise notre système de relations sociales d'une loi un peu négociée, préparée par la négociation, mais ne distinguant pas le rôle respectif du législateur et du contractuel. Et quand la dernière loi a été votée sur la formation professionnelle, la loi a été faite. Je me souviens, je connaissais assez bien le rapporteur de la loi, je l'ai revu un an après. Il me dit, bon voilà, j'ai fait la loi. Je lui dis, ben, alors où en êtes-vous Vous avez été rapporteur, vous suivez votre bébé. Oh là là, non, j'avais mes élections municipales, j'avais autre chose, très bien. Une loi, 70 décrets d'application. Cette loi aujourd'hui est difficile d'application. Les partenaires sociaux, patronat, syndicats ont du mal à la faire vivre. Et ceci est dû souvent à cette exagération de la définition des textes d'application de la loi. Hein, les négociations, ce sont elles qui construisent les édifices paritaires. Si on donne trop de place à la négociation sociale sans l'encadrer par la loi, on risque d'avoir des habitudes. Les partenaires sociaux sont, patronat comme syndicat, toujours très conservateurs. On ne change rien. Et on trouvera toujours une explication pour dire que la branche qui réunit encore 60 salariés, là où elle en réunissait 20 000 naguère, cette branche, il faut la garder parce qu'elle a cette vertu, sa spécificité. Oui, il va falloir réduire le nombre de branches. Et dans le cahier des charges qui m'avait été très, très précisément envoyé, on m'a suggéré de parler du rapport Combrexel. Le rapport Combrexel, l'actuel rapport Combrexel, a une grande vertu. Il pousse à cette réduction du nombre de branches. Et le rapport Quinqueton va compléter ça utilement. Oui, on n'a pas besoin de 700 branches. Est-ce qu'on a besoin de 150 ou 100 d'ici 2 ans, 3 ans, 10 ans? Probablement. Nous avons besoin de resserrer, comme dans le domaine politique, les territoires. On a besoin de resserrer les territoires du social aussi, les communes du monde du travail. On a besoin aussi de donner à chacune de ces structures une autonomie suffisante. Les conventions collectives ont vieilli, il faut les adapter. Le rapport Combrexel a cette grande utilité. La deuxième utilité du rapport Combrexel, c'est de bien indiquer l'importance de la négociation de branche par rapport à la négociation d'entreprise. Dans les 6 mois qui se sont écoulés, nous avons eu évidemment tous les rapports sur le droit du travail. Bien. Ça a été un travail très intéressant. Nous, à l'Institut supérieur du travail, on a organisé fin septembre une réunion avec une centaine de DRH, comme on le fait régulièrement. On invitait un leader syndical. L'année d'avant, c'était Berger. Cette année, c'était Mailly. Puis on avait invité Antoine Mattei, Morel, enfin des personnes qui avaient été dans des commissions, rapport Combrexel, Terranova, etc. Fusée éclairante, Badinter, Lyon-Caen. Première fusée éclairante. Ensuite, les rapports qui se sont succédés en juin, juillet, août, septembre. Tous ces rapports sont utiles. Ils n'arrivent pas par hasard. Ils ont peut-être été un peu lancés, ces éclairages. Et ils sont utiles. Ils posent une question très importante, le rôle respectif de l'accord national interprofessionnel, de la branche, de la négociation d'entreprise. Et
la loi évidemment également sur un autre registre. Les tenants du tout libéral disent tout à l'entreprise. Et certains des rapports d'ailleurs s'intitulent « Il faut renforcer la négociation d'entreprise ». Attention, nous sommes dans un pays où le monde du travail est pour moitié dans des entreprises où l'on peut négocier, et pour moitié à peu près dans des entreprises de moins de 50 salariés où le droit de négociation n'existe pas et où on ne peut pas installer un droit de négociation. Dans une entreprise de 8 salariés, c'est ridicule de dire on va installer la négociation. Or, ces entreprises, ces salariés, sont souvent parmi les moins favorisés de la vie sociale et de la protection sociale et des avantages sociaux, ont un grand besoin d'être protégés. C'est la branche, naturellement, qui va le leur accorder. Et la négociation de branche a deux avantages, l'un pour les entreprises, l'autre pour les salariés. Pour les entreprises, ça organise la concurrence sur les mêmes règles, sur les mêmes bases. Ça évite le dumping social. Ça donne en matière de salaire, de durée du travail, de conditions de travail, de sécurité, les mêmes normes à toutes les entreprises. Et l'on voit bien la très grande importance que nous avons aujourd'hui d'ouvrir cette logique non seulement aux frontières françaises, mais aux frontières européennes. Et si on le peut, ne rêvons pas, mais l'OIT existe et doit être poussé en avant au niveau international, bien sûr, parce qu'on a besoin de faire monter le niveau d'exigence sociale. C'est aussi l'intérêt des entreprises, si les entreprises veulent avoir chez elles les bons éléments. Et évidemment, c'est un avantage pour les salariés, ça on le dit de façon plus rapide, ça donne une base minimum assurée, salaire minimum de branche, etc. Voilà. Donc cette question est importante. Bien sûr, dans les grandes entreprises, on a les moyens de négocier et il faut renforcer cette négociation. Dans les petites, on ne l'a pas. Et le curseur du rapport Combrexel, il est là. Globalement, d'ailleurs, on voit bien le gouvernement sagement se positionner sur cet axe-là et faire de la branche un élément non négligeable de la régulation. Le dispositif n'est pas calé. Voilà, je vais bientôt m'arrêter dans mon exposé initial pour qu'on puisse avoir, si vous le souhaitez, quelques échanges. Le paritarisme, c'est du pragmatisme, c'est la construction naturelle, c'est une société qui respire, qui s'organise. On confie aux acteurs directement concernés le soin de se définir leurs règles. Et finalement, quand on a négocié un contrat, on est beaucoup plus enclin à le respecter parce que ce sont les règles que l'on s'est données que d'obéir à une loi dont on se méfie toujours des décrets d'application. Et il y a toujours... Bon, donc c'est un acte de responsabilité. Hein. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. C'est le code civil, c'est un engagement contractuel. D'ailleurs, les anciens militants syndicaux ne parlaient pas de convention collective. Ils utilisaient l'expression le contrat collectif, qui est une belle expression, qui fait le pendant au contrat individuel. Il y a le contrat individuel, mais c'est le rapport du très fort au faible, de la société ou de l'entreprise à l'individu, et c'est le contrat collectif qui donne la sécurité collective. Donc le curseur, la question est importante, le paritarisme. Et puis la question du réglage. Nous avons aujourd'hui, parce qu'il y a des défaillances dans le système paritaire, besoin de réordonner tout ça. Et mon propos, c'est attention, à chacun son métier, les vaches seront bien gardées, pardonnez-moi cette expression très familière. La représentation nationale politique fait des lois et les partenaires sociaux doivent faire leurs règlements. Et nous avons aujourd'hui, mais ça remonte à très très longtemps, c'est historique d'ailleurs, ça remonte à 1884, 1919, 1936, la loi du 11 février 1950. Nous avons toujours une grande difficulté, à la différence des autres pays européens, à distinguer les deux. Il peut y avoir de la confusion et donc il y a de la faiblesse. Voilà, j'étais un peu long dans mon propos, mais je voulais ramasser les quelques idées. Merci, vous avez été en tout cas très synthétique. Monsieur le rapporteur, j'aurais quelques questions également après. Oui, merci pour cet exposé à la fois brillant et éclairant. Peut-être pour approfondir les choses, d'abord un commentaire. Moi, je partage tout à fait votre vision, au fond, d'un système qui s'est construit par la base, par les branches, par le terrain aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le Nord, par exemple. Beaucoup de systèmes ont été inventés dans le Nord. Je pense notamment qui concerne le logement, et puis ensuite ont été étendus à l'interprofessionnel. La difficulté qu'on a aujourd'hui, je crois, c'est que tout ça s'est construit, au fond, si on voulait simplifier les choses, jusqu'en 71.
avec le dernier grand accord interprofessionnel structurant qui porte sur la formation professionnelle. C'est-à-dire dans un monde de plein emploi, dans un monde dominé par les grandes entreprises, et dans un monde aussi où, certes, il y avait déjà beaucoup de branches professionnelles, mais l'économie était structurée par un petit nombre d'entre elles. Et que depuis, il y a eu une forme de conservatisme ou de conservation, pour pas que ce soit péjoratif, c'est-à-dire que le système continue à fonctionner de la même manière. L'assurance chômage est gérée sous forme d'assurance chômage, les retraites complémentaires de paritarisme. Il y a eu un changement important en 1995 avec la réforme Juppé sur la sécurité sociale où l'État a repris la main plus fortement en la matière, et que donc on a eu ce double mouvement. On a géré comme sur le modèle économique d'après-guerre, alors que le modèle économique s'est transformé. Et du coup, on voit bien que sur tous les sujets, on est percuté. Parce qu'au fond, tout le monde est d'accord avec cette idée de dire que dans une copropriété, tout ce qui concerne les propriétaires, ils essaient de régler les affaires entre eux et au minimum de demander l'intervention de la mairie ou de l'État. Quand on est en train de gérer des choses qui ne concernent que l'entreprise, que le patronat et les syndicats dans cette entreprise le gèrent, ou qu'une branche professionnelle, que la branche professionnelle règle ce problème. La question, c'est qu'il n'y a quasiment plus aucun sujet dont on peut dire qu'il est isolé. Je prends le cas de l'assurance chômage. Avec la montée du chômage, il a bien fallu créer des systèmes pour les fins de droit. Ça a été l'allocation spécifique de solidarité, ça a été le RMI, puis le RSA. Et on voit aujourd'hui que quand on touche un bout, ça a des conséquences sur l'autre. Si on réduit la couverture chômage, il y aura plus de personnes bénéficiaires du RSA ou de l'ASS. Même chose sur les retraites complémentaires, parce que la part des retraites complémentaires a pris une part croissante, avec notamment les réformes sur les retraites qui ont, d'une manière ou d'une autre, baissé la part des retraites dans les revenus de remplacement, ont augmenté. Et du coup, quand on négocie sur les retraites complémentaires, quand on dit pour partir, si vous voulez partir au même âge que celui prévu par la loi, il faudra partir pendant quelque temps avec une retraite plus basse, ça a un impact sur l'âge effectif de départ en retraite. On pourrait multiplier les exemples. Et du coup, j'en viens à ma question. Une fois qu'on a fait ce constat-là, qui je crois peut être partagé, est-ce que vous, avec votre expérience, avec vos réflexions, avec vos travaux, vous pensez qu'il doit y avoir des évolutions? Des domaines qui aujourd'hui relèvent du paritarisme stricto sensu, qui doivent être, j'ai oublié au passage les lois de décentralisation, qui ont confié des pouvoirs locaux importants dans tous ces domaines qui concernent le travail, l'emploi, les entreprises. Donc est-ce qu'il y a des domaines qui aujourd'hui relèvent du paritarisme qui devraient évoluer vers un tripartisme ou un quadripartisme? Est-ce qu'il y a des domaines qui aujourd'hui sont gérés par l'État et qui au contraire pourraient être confiés aux partenaires sociaux? Bref, comment devrait évoluer le paysage à partir de réflexions théoriques qui est gérer les choses dans la proximité chaque fois qu'on le peut, confier aux acteurs la gestion de leurs intérêts, mais faire intervenir l'État, le législateur, chaque fois qu'il y a l'intérêt général à prendre en compte. Puis deuxième question, paraît aussi importante, que je pose à chacun de nos interlocuteurs. Quelles sont vos réflexions sur les nouvelles formes d'activité et sur à la fois les contributions à notre système de protection qu'elle devrait supporter? Est-ce que ça doit être au fond la préservation du système actuel où on dit soit on est indépendant, soit on est dans le salariat? Il va bien falloir un moment que Uber, Airbnb et Co choisissent leur camp, si je puis dire, à partir de la naissance et de l'explosion qu'elles connaissent, et puis quelle forme de protection qui est le pendant de la contribution. Question qui a l'air d'être pas grand-chose, mais qu'on a évoqué avec Jean-Denis Combrexel. On le voit au travers de toutes nos rencontres, nous sommes sur des sujets qui sont assez peu connus, en fait, du monde politique entre nous, du monde journalistique, du monde judiciaire. Et on se demandait si il ne faudrait pas, comme un grand institut qui a été créé il y a pas loin de 65 ans maintenant, créer l'équivalent de l'IEDN pour le dialogue social. Alors, l'IST fait son devoir, mais faire que tous ces acteurs se connaissent, se parlent, échangent,
créer des réseaux, créer des liens, nous permettrait, à mon avis, je voudrais avoir votre sentiment, M. Vivier, d'avancer dans cette mise à mal de la méconnaissance du sujet du dialogue social et du paritarisme par l'ensemble des acteurs de la société. Appuyer. Oui, c'est bon. Dans un passé relativement récent, il y a même eu un accord patronat-syndicat sur le paritarisme. On a distingué de façon un petit peu aléatoire le paritarisme de gestion, le paritarisme de négociation. On n'a pas répondu à la question de fond, parce qu'on a discuté des moyens, des attributions, des bons d'essence qu'on va accorder. La clarification des champs de compétences respectifs entre le législateur et les partenaires sociaux n'est pas établie. Et c'est vrai que c'était assez simple quand on crée l'assurance chômage. Quelques dizaines de milliers de chômeurs, les employeurs mutualisent les moyens et créent la fond d'assurance chômage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui relève de la solidarité et puis de ce qui est une assurance chômage, hein, même si dès 58, on a installé l'idée que quand on est chômeur, on a droit à toucher des allocations et on a un devoir de retrouver un travail. C'est même dans les textes fondateurs. Bon, mais les frontières, formation professionnelle, protection sociale, allocation familiale, voilà encore un bel exemple. Hein, bon, donc on est loin des caisses de compensation créées au lendemain de la première, même pendant la Première Guerre mondiale par le patronat chrétien de Grenoble. Bon, donc les champs se sont dissipés. Il y a aujourd'hui 3 blocs importants qui constituent le cœur important du paritarisme en action. C'est la protection sociale, les retraites complémentaires, la formation professionnelle, le logement, tout ce qui est protection sociale, maladie, vieillesse, famille, tout ça. Je ne voudrais pas reprendre l'expression violente de Marc Blondel en 1995, tout ça fait l'objet d'un rapt. Hein, c'était la phrase violente de mon ami Blondel. Il disait c'est un rapt, le gouvernement a fait un rapt sur la sécurité sociale. Il n'avait pas tort sur le fond. De notre côté, on ne voit pas très bien comment ce budget considérable pouvait échapper à la surveillance de la représentation nationale. Donc, il est des domaines, et ça, c'est difficile. Qui peut le faire? Ce ne sont pas les conférences sociales qui vont faire ça. Ça ne peut pas être le Parlement tout seul. C'est une sorte de rencontre entre la représentation nationale, politique, et puis la société civile. Moi, depuis 2 jours, au titre de l'organisation, dans mon autre vie, là, je siège au CESE à nouveau. Très décrié, évidemment, le CESE. Ça ne sert à rien, ça coûte cher. Bon, c'est un lieu extraordinaire. J'ai siégé déjà 10 ans. Si j'y retourne, c'est pas pour y toucher une retraite, je l'ai déjà. C'est parce que c'est un lieu extraordinaire de fabrication de la relation, de la rencontre, du consensus. Et on peut, comme à l'Assemblée nationale, y dormir, les fauteuils sont rouges et chaleureux, bon, mais on peut y travailler, bon, mais on peut aussi y faire un travail formidable. Et nous avons vu, évidemment c'est modeste, mais on a besoin de faire se rencontrer. Voilà. Et à l'issue de ces rencontres, je ne sais pas sous quelle forme, il y a probablement un travail de clarification à faire. Attention au sens des mots. La démocratie politique et la démocratie sociale sont de nature différente. Et on ne peut pas faire fonctionner une entreprise comme on peut faire fonctionner un département, une commune, un territoire. Donc, ce n'est pas les mêmes modes. Le système élection est là. Jean-Denis Combrexel, dans son rapport précédent sur la représentativité patronale, a buté aussi là-dessus. Il a commis un rapport de grande qualité, très grande qualité, sur les critères de la représentativité. On voit bien que la notion d'élection ne peut pas s'appliquer partout. Et que si une société veut être éminemment démocratique et libre, toutes ces composantes ne fonctionnent pas toujours sur le modèle de l'élection. L'école, la famille, l'entreprise ne fonctionnent pas sur le modèle électif. Et donc la vie économique a ses règles. Et il est important de caler tout ça. Donc je ne vais pas plus loin peut-être dans ma réponse, mais il est important de bien opérer ce travail de clarification. Bon. Deuxièmement, ce sont les nouvelles formes d'activité. Bon, ça, c'est l'enjeu massif. Les organisations syndicales, en tout cas un certain nombre d'entre elles, l'ont déjà acté dans leur démarche. Dernier congrès de la CFDT, c'était en juin 2014. Au dernier congrès de la CFTC, c'était en novembre 2015. Là, il y a eu des discussions, des échanges. Évidemment, ces formes nouvelles d'activité, de production économique,
et qui ne peuvent aller qu'en se développant doivent contribuer à l'impôt et à la protection sociale. Donc, il y a des règles, et on en revient là encore à la régulation internationale. Les États sont de moins en moins protecteurs et régulateurs. Donc, le défi n'est pas lancé à l'échelle étatique, et donc nationale, il est lancé à l'échelle mondiale. Donc, c'est bien à ce niveau-là qu'il faut agir. Est-ce qu'on est dans l'utopie? Non, on est dans la nécessité. Et on a besoin, en tout cas, en construisant une Europe sociale beaucoup plus forte, on a besoin évidemment de structurer ça. C'est là où la régulation de branches est intéressante. Parce que si on fait des lois européennes ou des textes européens, on mettra 20 ans pour le faire. Si par contre on pousse les branches, les secteurs professionnels à s'organiser au niveau européen, on va pouvoir accélérer la régulation. Voilà, un peu rapidement dit là-dessus. Et sur le troisième point, monsieur le rapporteur, sur le troisième point, monsieur le président, vous avez fait allusion à l'IHEDN. J'ai eu vraiment le grand plaisir, moi, de participer à une session de l'IHEDN. C'était en 1989-90, 42e. Bien, 89, 90, c'était une année très intéressante quand on se promène à Berlin cette année-là. Bon. Oui, bien sûr, nous avons besoin de faire se rencontrer. Il existe une structure qui est l'Institut national du travail et de la formation professionnelle qui a organisé une sorte de dispositif comparable où inspecteurs du travail, syndicalistes, dirigeants d'entreprise, mais aussi avocats, journalistes, etc. J'en ai fait une session. Elle est moins performante, toute proportion gardée, que l'IHEDN. Il y a le CHEAR aussi, il y a l'INES pour les sécurités intérieures. Bon. Oui, c'est une très bonne idée. Peut-être dans le giron du ministère du Travail, cet institut peut être valorisé, ouvert, un peu dépoussiéré aussi par ces problématiques, mais il y a un bon travail à faire. Et cette proposition de Jean-Denis Combrexel, oui, est intéressante. Des lieux privés existent, nous en sommes d'une certaine façon aussi, bien sûr. La semaine prochaine vient, j'étais ce matin dans le bureau de Philippe Martinez, vient un de ses adjoints parler à des DRH de l'importance de la négociation. La question qu'on va poser, ce sera dans un cadre privé. Alors, un membre du bureau national de la CGT, c'est mais pourquoi vous signez peu au niveau national et beaucoup dans les entreprises? Il a sa réponse, il a une logique, il faut l'entendre. Le CESE est un de ces lieux aussi institutionnels. Et puis il existe, nous sommes en France en fait très peu. Vous aviez RDS que vous citiez, il y a entreprises et personnel. Ça se compte sur les doigts d'une main ou de deux mains, public, privé, petite ou grande structure. Donc oui, nous avons besoin, mais profondément, nous avons besoin de faire grandir l'information et la formation économique des acteurs sociaux. Il me reste 2 minutes. En 1863, Pierre-Joseph Proudhon avait rédigé un petit ouvrage qui s'intitulait « De la capacité politique des classes ouvrières ». Je suis très proudhonien, je ne suis pas du tout marxiste, vous l'avez compris. Je suis très proudhonien, construction d'une société sur la base du fédéralisme. Et Proudhon, évidemment, regrettait l'incapacité politique des classes ouvrières. Aujourd'hui, nous avons une sorte d'incapacité gestionnaire des classes patronales et ouvrières ou syndicales. C'est-à-dire une difficulté à se faire confiance, alors que dans les autres pays, c'est puissant, la relation de confiance. Et cette confiance, elle s'explique par cette barricade, cette méfiance, cette lutte de classe cultivée de part et d'autre. Bon. Mais ça y est, on est en 2015. Comment vaincre cette défiance? Par l'information, merci Danton, et la formation, merci Danton. C'est-à-dire par un développement, la base de données économiques et sociales est une avancée puissante. Ça, nous le vivons, nous, à l'Institut supérieur du travail. On voit beaucoup de chefs d'entreprise et de syndicalistes se doter d'outils de connaissance de l'entreprise. À partir de là, on a fait l'essentiel du travail et la relation de confiance s'établit. À ce moment-là, on peut ouvrir des négociations, on peut contracter, et contracter, puisqu'un contrat, ce n'est jamais qu'un acte de confiance en l'autre. Merci, Monsieur Vivier, dans le temps qui nous était imparti. Vraiment, merci pour cet échange. Mes chers collègues, quelques questions à poser à Monsieur Vivier? Non. Oui. Vas-y. Oui, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Je voulais juste poser 2 questions suite aux propos que nous venons d'entendre. La véritable démocratie sociale, le paritarisme, est en lien avec différents acteurs,
différents facteurs, pardon. Et je voudrais retenir deux facteurs qui amènent deux questions. Tout d'abord, les facteurs sociétaux. Au fur et à mesure du développement de la gestion paritaire, les ayants droit, quelle que soit l'institution, ne perçoivent plus l'institution comme une entité politique, fruit parfois de lutte, mais également de dialogue, mais bien comme un prestataire, un service public. Alors c'est la première question. La démocratie sociale y perd tout son sens. N'est-il pas temps d'une démarche informative et pédagogique en direction du public concerné? En ce qui concerne les facteurs politiques, issus du retour de la démocratie, personnalisé par le CNR, le dialogue social et la démocratie sociale qui en résulte s'inscrivent dans une démarche hautement politique. Le paritarisme se développe dans un univers syndical morcelé, patronal comme salarié. Le jeu politique y trouve naturellement matière à se développer. Les luttes d'influence et la concurrence au demeurant bénéfique, s'exerçant entre organisations syndicales de toute nature, n'incitent guère un exécutif frileux à la délégation de responsabilités accrues. Ne pensez-vous pas que cette frilosité, accompagnant une culture de contestation d'un système inscrit dans le paysage social français, ne soit de nature, à terme, à conduire à la paralysie et dans l'immédiat à une gestion restreinte? Monsieur le député, je pense que la nature a horreur du vide et que le besoin crée l'organe. Organiser le marché du travail, c'est une absolue nécessité. Faire en sorte qu'on ne soit pas dans la concurrence sauvage ou dans l'administration brejnevienne. Et si l'on veut organiser cette société, oui, dans les deux côtés, bien sûr, les deux tendances, les deux risques, hein, la tyrannie du marché ou la tyrannie de la bureaucratie. Bien, si l'on veut organiser, construire une économie sociale de marché, qui est le modèle européen vers lequel nous allons, plus ou moins, mais nous y allons, enfin, plus ou moins, nous allons à plus ou moins grande vitesse, mais nous avons besoin d'acteurs, et d'acteurs forts. Alors aujourd'hui, oui, nous avons un syndicalisme morcelé, nous avons un syndicalisme très faible, 7% de salariés syndiqués, mais en fait c'est un faux chiffre, c'est entre 0 et 5%. Hein, c'est un archipel, c'est une société d'archipel avec quelques bastions et puis ensuite pratiquement rien ailleurs. Néanmoins, cette petite aristocratie syndicale travaille pour l'ensemble des salariés. Et le taux de couverture conventionnelle est l'ordre de 94%, le plus élevé du monde industriel. Donc notre système n'est pas improductif, notre système syndical, patronal aussi. Ne soyons pas tristes de voir la France avec sa caractéristique. Oui, il y a besoin de renforcer la syndicalisation sur le service rendu, sur le lien entre la cotisation et le service rendu. Mais tel qu'il est aujourd'hui, la production sociale du patronat et du syndicat est réelle. On négocie 34 000 accords d'entreprise, 900 accords de branche, petite dizaine d'accords nationaux ou interprofessionnels. On voit bien que la réalité sociale, elle est là, et que le peu de salariés qui se syndiquent produisent. Maintenant, le système s'essouffle. Je ne pense pas que sur un marché, rétrécir l'offre puisse accroître la demande. Et je pense que le paysage syndical a besoin de converger, oui, je le pense. Si vous connaissez mes sympathies et mes engagements, je pense que ça ne va pas être ainsi dans 50 ou dans 100 ans, il va falloir converger. Mais ça ne se fait pas à marche forcée. Maintenant, il faut un peu pousser les choses parfois, comme dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes. Mais réduire l'offre n'a jamais accentué la demande. Dit autrement, ce n'est pas en réduisant le nombre d'organisations syndicales qu'on va renforcer le nombre de syndiqués en France. C'est évidemment une ânerie, pardonnez-moi, ou une sottise. C'est une vue de l'esprit. Parce que le grand danger que nous avons, c'est la démobilisation sociale des salariés qui, finalement, ne croient ni aux partis politiques, ni aux organisations syndicales et se réfugient dans un vote protestataire. Et nous sommes aujourd'hui le 3 décembre. Voilà. Donc voilà un peu Et le paritarisme, c'est un élément d'engagement. Alors bien sûr, comme dans toute institution, il y a des dérives et il y a des bouffes-galettes qui vont siéger parce que il y a des bons d'essence, on est bien, au bout de 30 ans, on a une décoration. Bien sûr, il y a tout ça. Bien sûr, il y a tout ça. Mais il y a du nettoyage à faire. Je le dis à mes amis syndicaux qui président des caisses d'assurance vieillesse, maladie, famille.
ils ont une voiture avec chauffeur, mais ils ont l'humilité de savoir qu'ils sont au service de l'institution. Cela, en tout cas. Hein, et que si on leur enlève la voiture avec chauffeur, d'abord, ça fera une petite économie dans le budget général, mais eux, ça les abîmera pas. Leur ego est déjà ailleurs. Bon, leur besoin de service est là. Par contre, le paritarisme, j'insiste, c'est une belle école de l'engagement collectif. Et vous me voyez très attentif et très défenseur de cette réalité paritaire. Et puis, il faut évidemment aussi corriger un peu l'opinion publique. Mon métier m'amène assez régulièrement à aller dans des émissions, à la radio, à la télévision. L'autre jour, j'étais à une émission où on m'invite assez régulièrement, 2 émissions. C'était les décodeurs de l'écho à BFM Business et puis C'est dans l'air. Bon. Et l'autre jour, il y avait Eli Cohen, un économiste pour qui j'ai une immense estime et qui raconte, mais comme le font beaucoup d'hommes publics, les 32 milliards, il faudrait les donner aux chômeurs. Mais c'est à ne rien comprendre basiquement de quoi sont composés ces 32 milliards. Les donner aux chômeurs, et alors on forme les actifs avec quoi? Enfin, et oui, il peut y avoir des réductions, des économies, bien sûr, il faut le faire. Ça y est, le mouvement est en marche, de la même façon que les finances syndicales et patronales ont fait l'objet de bonnes mises à jour. Ça y est, c'est en route. Le mouvement syndical et patronal a tardé par rapport au mouvement associatif, lequel a un peu tardé par rapport au mouvement politique. Mais les lois de 1988 sur les partis politiques, sur les associations début des années 2000 et maintenant 2008 sur le syndicalisme patronal et syndical, ça y est, c'est en route. Il faut l'élargir, il faut l'améliorer. Le seuil des 230 000, il faut aller là, il faut inclure toutes. Et la commission Perruchot, là, je me souviens avoir été auditionné aussi là-dessus. Il faut aller plus loin encore que la commission Perruchot. Je suis favorable à aller encore plus loin dans la transparence, mais dans le respect aussi de ce à quoi servent ces institutions et pas jeter le discrédit sur patronat et syndicats. Oui, aidons-les à travailler ensemble. Merci, Monsieur Vivier. Tel est l'esprit de notre mission. Nous allons conclure pour ce matin. Nous nous retrouvons, chers collègues. Merci encore, monsieur Vivier, pour votre présence et votre propos très directs. Nous nous retrouvons, chers collègues, jeudi prochain à 9h et puis 10h30 pour 2 tables rondes réunissant les négociateurs de la convention UNEDIC. D'abord les organisations salariales à 9h et puis les organisations d'employeurs à 10h30. Et à 14h45, notez-le bien, nous aurons Jean Pisani-Ferry, le commissaire général à la stratégie et la prospective. Voilà, merci à toutes et à tous et bonne fin de semaine.